Dis donc, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé sur les forums santé, non? Allez d'accord, on se refait un petit épisode de DTissimo. Je rappelle le concept pour celles et ceux qui connaissent pas. Je vais sur des forums, je sélectionne les questions sur la santé les plus cruciales, ou les plus bizarres, les plus what the fuck, etc. Et j'y réponds ici. J'y réponds pour de vrai, sérieux et tout. Allez, c'est parti, on y va. Magnéto, Verge. Serge. Aujourd'hui, on va faire une espèce de mash-up entre DTissimo, donc, et ma série de vidéos sur la santé sexuelle, puisqu'on va faire un DTissimo spécial sexe. Ouais, non, alors on va pas tout biper, hein, sinon ça va être pénible. Par contre, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter cette vidéo, pour la partager, si elle vous plaît, parce que l'algo, il aime pas trop ce genre de sujet. Vous savez comment ça se passe. Allez, on va y aller, mais juste avant, vous connaissez, le petit message du partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo, les sextoys, vous vous souvenez? Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, et cette fois, comme d'habitude, je vais vous parler d'un de leurs produits, et j'aurai un cadeau pour vous à la fin. Le toy du jour, il est très cool à double titre. D'abord parce qu'il concerne absolument tout le monde, quel que soit votre genre ou votre orientation sexuelle. Et ensuite, parce qu'il vous propose de découvrir des trucs peut-être nouveaux pour vous. Et quand je dis il, en fait, je devrais dire elle, parce que son petit nom, c'est Soraya. Soraya Beads. Beads, ça veut dire perle. C'est un toy de stimulation anale avec une technologie de vibration qui donne l'impression d'un mouvement, comme s'il allait d'avant en arrière, alors qu'en fait, il bouge pas. Donc, en plus d'être fabriqué dans des matériaux de qualité comme les autres et d'être joli, il peut vous permettre de découvrir des trucs que vous ne connaissez peut-être pas encore. Tranquillement, à votre rythme, progressivement. Et en plus, il a 8 réglages différents. Bon, allez, maintenant, 3 bonnes nouvelles. D'abord, on est en novembre. Ah, bah yes, merci Einstein. Première nouvelle. Non, mais attendez, parce que... En plus, bonne nouvelle, il fait nuit tout le temps, c'est le mois de la DEP. Non, mais écoutez-moi 2 secondes. Bonne nouvelle, on est en novembre. Wow! Je peux en placer une, ouais? Donc, on est en novembre. On est en novembre. Et en novembre, chez Lelo, il y a plein de promos. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur site, vous allez trouver de quoi surmonter la déprime saisonnière. Ou faire vos cadeaux de Noël, hein, c'est comme vous voulez. Ou les deux, d'ailleurs. Deuxième bonne nouvelle, j'ai un code promo pour vous. Si vous passez commande, avec le code DTCBF, vous avez 10% de réduction, et c'est cumulable avec les soldes. Non mais, allez-y, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Je vous ai mis le lien dans la description. Et puis, dernière bonne nouvelle, je vous offre un Soraya Beads. Mais pas ici, pour ça, je vous donne rendez-vous sur Instagram, mon compte c'est JMNL. Surveillez mes stories, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, merci d'avoir écouté. C'est important pour que je puisse continuer à faire ce genre de vidéos. Bon allez, cette fois ça y est, on y va, c'est parti, let's go. Tu viens explorer avec moi? Viens vite! Let's go! Est-ce que c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous de voir de la fumée sortir de votre vagin après un rapport sexuel? Après avoir fait l'amour, je suis allé aux toilettes pour évacuer le sperme. J'ai regardé entre mes jambes et, oh stupéfaction, il y avait de la fumée qui sortait. Le vagin qui fume. On dirait un peu un nom de food truck, je trouve, hein? Mais en fait non, c'est un vrai truc. J'ai trouvé plusieurs topics sur différents forums qui parlent de ça. Alors, personnellement, je dirais qu'il y a 3 possibilités. La première, c'est qu'il pourrait s'agir de personnes qui font des numéros avec des cigarettes dans des ping-pong shows, hein, je ne sais pas si vous connaissez, et qui auraient oublié de recracher bien toute la fumée avant de redescendre de scène et d'aller aux toilettes. Mais je vous cache pas que à moi aussi, ça me paraît un peu niche, hein, donc bon. La deuxième, c'est que ça pourrait être des personnes qui se mettent du talc, parce qu'elles ont les fesses irritées, que le talc rentre dans le vagin à la faveur d'un appel d'air, par exemple, et que ça ressort quand elles vont aux toilettes. Là encore, je pense que ça concerne pas grand monde, donc je suis pas sûr que ce soit ça, quand même. Ah oui, alors au passage, on sait depuis des années maintenant qu'il faut plus utiliser de talc pour les rougeurs aux fesses, hein, donc si vous faites ça, ne faites pas ça. La dernière, et c'est celle qui me semble le plus plausible en fait, c'est celle que j'appellerais la théorie du choc thermique, ou du chiotte thermique, en l'occurrence. Dans les 2 cas dont on parle là, la production de fumée, elle est constatée au moment de l'expulsion de fluide corporel dans des toilettes. Donc la rencontre entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Notre température corporelle, notre température interne, elle est plus élevée que la température extérieure. Bon, ça dépend d'où vous vivez, ça dépend de la saison, etc. Mais globalement, les 2 liquides dont on parle là, l'urine et le sperme, ils ont tous les 2 à peu près la même température, on va dire environ 37 degrés. Et dans les toilettes, puisque c'est là que ça se passe, il fait souvent frais, hein, c'est pas toujours chauffé par exemple. Donc, très vraisemblablement, cette fumée, c'est de la condensation, à cause de la différence de température. Comme la buée qui sort de notre bouche quand il fait un peu froid, vous voyez. Par contre, juste un truc, l'urine, on est d'accord, elle sort pas du vagin, hein. Donc, dans le deuxième cas,
c'est pas le vagin, c'est le méa qui fume. Ça sonne moins cool, hein, ça ressemble moins à un nom de food truck, mais c'est comme ça qu'on dit. J'ai mon pénis très dur au repos et j'ai un rétrécissement de la verge et des problèmes d'érection. Ça fait déjà 3 mois. Avoir le pénis dur au repos et mou en érection. Dur quand il est mou et mou quand il est dur. C'est pas banal, hein, et c'est vrai que ça doit inquiéter un peu. Non mais ça existe vraiment, parce que là, Bah oui, ça existe vraiment, et ça s'appelle le syndrome hard flaccid. Hard, ça veut dire dur, et flaccid, bah ça veut dire flaccide, c'est-à-dire flasque. Mou, en gros. Enfin, en gros. Non, pas en gros, justement. Vous allez comprendre. oui, je veux bien, parce que là, Bon, je vous explique comment ça marche. Pour avoir une érection, le pénis, il a besoin de 3 trucs. Il a besoin... Non, pas forcément. Mais il a besoin d'une stimulation. Physique ou mentale, ou les deux. Il a besoin de corps caverneux, c'est des tissus de chaque côté de la verge, et il a besoin de corps spongieux, qui est un autre tissu qu'elle a juste en dessous. Et puis, il a besoin... Non, toujours pas. De sang. Il a besoin de sang. Quand il y a une stimulation, les nerfs, ils envoient un signal électrique jusque dans le pénis, et ça libère du gaz dans les muscles qu'il y a autour des artères. Les artères du pénis, du coup, elles se détendent, et ça permet à plus de sang d'arriver au niveau des corps caverneux qui se remplissent, qui gonflent et qui deviennent durs. Un peu comme ma... Bah non, pas un peu, littéralement comme ta en fait, justement. Donc, ça gonfle, ça devient dur, et ça comprime les petites veines qu'il y a tout autour. Du coup, c'est un peu comme si ça faisait garrot, ça empêche le sang de repartir, et ça reste gonflé. Ça, c'est en temps normal. Dans le cas du syndrome hard flaccid, les corps caverneux, ils se rétractent, et ça a 3 conséquences. Déjà, au repos, le pénis, il devient plus petit, vu que les tissus se rétractent, comme s'il se repliait sur lui-même. Ensuite, comme tout ça, c'est tout contracté, comme les tissus, ils sont tout compressés, et bah, toujours au repos, ça devient dur. Et ça fait mal, avec des sensations un petit peu bizarres, d'engourdissement, par exemple, ou de froid, etc. Et ensuite, quand il y a une stimulation, le sang, il arrive jusqu'au corps caverneux, mais comme ils sont tout rétractés, tout comprimés comme ça, bah, il a du mal à rentrer dedans, ou en tout cas, il a du mal à y rester, donc c'est mou. L'érection, elle n'est pas complète. Mais comment... Mais pourquoi ça fait ça, en fait Et bah, ça arrive souvent après un traumatisme du pénis ou du périnée. Soit à cause d'un rapport sexuel un petit peu violent, si vous voyez ce que je veux dire, soit après une masturbation, mais bien vénère quand même, soit après un accident. Et dans tous les cas, les nerfs et les artères sont abîmés. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Il y a différents traitements, ça va de la rééducation au niveau du périnée, au soutien psychologique, en passant par des médicaments, voire des injections dans les corps caverneux, ou des ondes de choc pour les aider à se détendre, etc., etc. Quand je me touche, que je stimule le clitoris, je finis toujours par arriver à l'orgasme. Plus ou moins rapidement, mais toujours. Mais je ne ressens aucun plaisir avant ça. Comme si mon clito était insensible. La pénétration, c'est la seule chose qui me donne du plaisir, et encore. Bon, j'ai raccourci le message qui était un petit peu long, mais vous avez compris, en gros, cette personne, elle raconte qu'elle arrive à avoir des orgasmes, mais qu'elle ne prend aucun plaisir et qu'elle a l'impression que son clitoris est mort. C'est ces mots. L'insensibilité du clitoris, c'est un truc qui existe. Ça, on le sait. Le clitoris, à la base, c'est le seul organe dont l'unique job, c'est de donner du plaisir. Pour ça, il est hyper bien équipé en termes de terminaison nerveuse, vu que c'est ça qui donne les sensations. Il est même encore mieux équipé que ce qu'on croyait, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, on pensait qu'il avait à peu près 8000 terminaisons nerveuses, alors qu'en fait, il y a une étude récente qui a démontré qu'il en a plus de 10 000. C'est énorme. Autant vous dire que c'est hyper sensible, mais je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui est déjà au courant, hein, et l'autre partie qui ferait bien de se renseigner. Conseil d'amis. Sauf que oui, parfois, le clitoris, il est insensible. Plus ou moins, hein, et pour différentes raisons. Un accident qui a abîmé les nerfs en question, un accouchement, une particularité anatomique, comme le clitoris enfoui, par exemple, c'est-à-dire que le gland du clitoris est difficile à atteindre. Bref, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que le clitoris est soit insensible, soit plus difficile à stimuler, soit juste difficile à trouver. À l'extérieur, en tout cas, hein, parce que la pénétration vaginale, elle stimule aussi, elle stimule même surtout les structures internes du clitoris. Vous vous souvenez un peu de la forme que ça a, non? Oui! Hop là! Voilà. Un clitoris, c'est tout ça. Voilà, donc cette personne sur le forum, elle nous dit qu'elle arrive à atteindre l'orgasme par stimulation externe du clitoris, mais sans ressentir de plaisir, et qu'elle ressent du plaisir par pénétration vaginale,
c'est-à-dire potentiellement par stimulation interne du clitoris. Ça semble quand même dire que peut-être non, son clitoris n'est pas mort comme elle a l'air de le craindre. Alors je vais surtout pas me risquer à donner une réponse comme ça là, à partir d'un message sur un forum, hein, évidemment. Mais ça me permet quand même d'évoquer un aspect dont j'ai pas encore parlé. Les terminaisons nerveuses, elles donnent des sensations. Donc, elles peuvent permettre d'atteindre mécaniquement l'orgasme si elles sont stimulées suffisamment longtemps. Mais le plaisir, c'est autre chose. Dans le plaisir, il y a aussi une dimension psychologique. Et quand on n'est pas satisfaite ou satisfait à ce niveau-là, il faut rechercher une cause physique, problème de sensibilité ou autre, mais c'est aussi important d'aller fouiller du côté psychologique. On a déjà parlé du lâcher-prise, par exemple, qui est nécessaire pour ressentir du plaisir, mais qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça peut être ça, mais il y a aussi plein d'autres blocages psychologiques qui peuvent nous empêcher de ressentir du plaisir sans qu'on en ait forcément conscience. Donc, c'est une bonne idée d'aller en parler avec une ou avec un pro. Psychologue, sexologue, etc. Souffler dans le vagin d'une femme peut la tuer? Ça sonne comme un énorme fake, hein. Ça ressemble beaucoup à une légende urbaine, et pourtant, si on se renseigne un peu, eh ben on se rend compte que non. En tout cas, pour être très clair d'emblée, souffler dans un vagin, c'est une mauvaise idée. C'est dangereux. Voilà, ne faites pas ça. Mais c'est quoi le risque exactement là? Et bah le risque dans un premier temps, c'est de se retrouver avec ce qu'on appelle un pneumopéritoine, c'est-à-dire avec de l'air dans le ventre, si vous voulez. Il y a le cas d'une patiente de 24 ans qui s'est présentée aux urgences avec des grosses douleurs au niveau du ventre et du thorax, qui a été documentée. Les médecins l'ont examinée et, en l'interrogeant, ils ont fini par déterminer que les douleurs, parce que c'est pas arrivé qu'une seule fois, elles arrivaient toujours systématiquement 4 heures après un cunnilingus. Et ils ont compris le problème, son partenaire soufflait très fort dans son vagin. Pourquoi? Il lui envoyait tellement d'air que ça remontait jusque dans l'utérus, que ça passait par les trompes de Fallope, et que ça finissait par se retrouver dans le péritoine. Le péritoine, c'est une espèce de sac qu'on a dans l'abdomen et qui contient tous nos organes, qui les entourent, si vous voulez. Alors, pour cette jeune femme-là, ça s'est très bien terminé, pas de problème, mais en cherchant un petit peu plus, j'ai découvert qu'il y avait un vrai risque d'embolie gazeuse, surtout chez les femmes enceintes. Une embolie gazeuse, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe dans la circulation sanguine. Spoiler, c'est pas ouf. Et il y a plus de risques que ça arrive pendant une grossesse, parce que dans ces cas-là, au niveau de l'utérus, il y a ce qu'on appelle le placenta, que vous connaissez sûrement, qui permet à la circulation sanguine de la mère d'aller alimenter le bébé. Autour, il y a des membranes qui sont assez fines, et si l'air il est envoyé fort, et s'il y en a beaucoup, bah, il peut finir par réussir à passer à travers et à se retrouver dans le sang de la mère et du fœtus. Et ça peut être mortel pour les deux. J'ai même trouvé un document écrit par des chercheurs de l'université de Florence, en Italie, qui s'intéresse spécifiquement à cette question-là, et qui liste un certain nombre de cas graves, voire de cas mortels, de cuni soufflé pendant la grossesse. Donc, si on veut résumer, il n'y a pas beaucoup d'études, a priori, les cas graves sont quand même plutôt rares, mais oui, c'est dangereux de souffler dans le vagin. Surtout si on souffle fort, surtout s'il y a une grosse quantité d'air, et surtout donc pendant la grossesse. Donc en conclusion, je voudrais que vous reteniez ça, un vagin n'est pas un instrument à vent, on ne souffle pas dedans. Si votre bouche se retrouve dans le secteur, il y a beaucoup mieux à faire, hein. Demandez conseil à votre partenaire. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me les envoyer à questiondtc@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.